Cette finale oppose deux candidats, deux finalistes, deux hommes. Je ne sais pas ce que peuvent en penser les associations de défense des droits des femmes, mais enfin, il y a deux hommes. Et sur un sujet qui est celui-ci, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Voilà un sujet intéressant, sur lequel va d'abord parler en premier M. Aléard pour la version positive, puisque comme on le fait à la conférence, il y a les orateurs de la négative, les orateurs de la positive, et donc vous êtes dans l'affirmative plutôt que la positive, et je vous laisse la parole. Oui. Oui, je me suis permis. Je me suis permis de prendre un peu de ce temps pour moi. Enfin, ce soir, ce temps pour nous. Parce que ce temps, c'est celui où aucune nouvelle ne nous attend. Et où on s'éloigne le plus possible de l'inévitable nouvelle qui finira par arriver ce soir. Alors, dans ce tumulte incessant de l'information, ce silence, ce grand et beau silence, nous offre le plus réconfortant des échos. Et en réalité, seulement ce silence peut nous permettre cette quiétude, cette tranquillité. Seul ce silence peut laisser place à la bonne nouvelle. Alors, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, assemblée, contradicteurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le monde qui nous le crie. Parce qu'après tout, no news is a good news. Keine Nachricht, gute Nachricht. Nessuna nueva buena nueve. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Et c'est bien l'universalité de cet adage qui lui a conféré sa place d'importance dans nos plus prestigieux dictionnaires de proverbes. C'est bien parce que les Allemands, les Français, les Suisses, les Chinois, les Russes, les Américains le voient en vérité que c'est un adage. Et pourtant, Monsieur le Président, si je m'arrête ici, si je m'arrête à l'universalité de cet adage, je fais de l'anti-jeu. Je ne discute pas ce à quoi il nous appelle à discuter. Alors j'ai quand même essayé de réfléchir un petit peu et d'aller plus loin que cet argument qui effectivement me semblait évident. Alors je me suis mis au fourneau et j'ai décortiqué mot à mot cette recette et une évidence m'est apparue. Aucun doute, la principale tension de ce sujet réside dans le pas. Pas de nouvelles. Alors, qu'est-ce que ce pas? Est-il l'ingrédient secret ou l'élément perturbateur de cette recette? Ce que je sais en tout cas ce soir, c'est qu'il nous transporte au gré du sens que nous lui attribuons. Alors, il y a d'abord ce pas qui se mue en jamais. Et puis ce pas, c'est aussi celui qui n'est pas aujourd'hui, maintenant, mais que rien n'empêche de devenir tout demain. Madame, je me permets de vous dire que j'ai pu observer ce soir votre regard attiré sur mes Santiago en arrivant dans la salle. Alors je sais, elles sont belles, mais pourtant, vous ne les portez pas. Vous ne les porterez jamais.
alors que moi je ne les portais pas hier. Mais aujourd'hui, je les arbore ici avec fierté. Et si vous souhaitez me les ôter, eh bien nous nous retrouverons ici dans quelques temps pour pouvoir débattre de vos agissements, et vous vous présenterez comme moi ce soir devant un jury. Mais c'est une affaire personnelle, ce n'est pas le lieu d'y revenir. Alors, voilà. D'un côté, il y a le pas du jamais, et de l'autre, celui qui finit par arriver. Et vous me direz, la différence est très sinueuse. Et je vous l'accorde, parce qu'il y a quelqu'un à qui on donne ce sujet, brutalement, sans n'y apporter aucune nuance, aura de prime abord la première portée d'y répondre par la binarité du oui ou du non. Et pourtant, quand j'en ai discuté autour de moi, parce que ce sujet était assez compliqué, quand j'en ai discuté autour de moi, mes amis m'ont dit « Simon, si tu empruntes ce chemin du pas qui se mue en jamais, eh bien alors tu emportes avec toi la thèse de l'imbécile heureux. Parce que vivre indéfiniment, sans nouvelles, c'est vivre en imbécile heureux. Parce que la réponse du pas au jamais, c'est l'imbécile heureux. Alors ainsi soit-il. Et ce soir, je suis prête à persister et à signer. J'accepte même bien volontiers ce soir d'endosser le rôle d'imbécile heureux. Parce que je préfère 1000 fois la légèreté de son inconscience, de son ignorance, à la lourdeur de ma connaissance qui me tire dans mon malheur. Parce que, soyons honnêtes, si ne pas avoir de nouvelles, si vivre dans l'ignorance était le prix du bonheur, de la plénitude, alors oui, nous choisirions l'ignorance. Et pourtant, malgré cette conscience que l'on a, on ne cesse de se croire supérieur à l'imbécile heureux, alors qu'en réalité, nous ne sommes que des connaisseurs soumis à notre addiction à la nouvelle, qui nous empêche de vivre idiots, mais heureux. Et ce faisant, nous ne valons pas mieux qu'un héroïnomane, pour qui la seringue n'est rien d'autre que ce smartphone, et l'héroïne, la nouvelle qui le contient. Alors, nous regardons l'imbécile heureux avec cette condescendance, cet air pédant, alors que c'est lui qui possède le remède à ce mal. Parce qu'il le consomme sans relâche, et ce remède n'est pas si miraculeux. C'est son ignorance. Parce qu'il s'enivre de son ignorance sans trêve, pour ne pas sentir le poids de la nouvelle lui briser ses épaules et le pencher vers la terre. Il en est saoul, mais heureux. Et quelle belle nouvelle! Quelle belle nouvelle! Alors, j'entends certainement déjà la mélodie discordante s'élevant autour de moi, me disons, mais monsieur Aléard, ce n'est pas parce que l'ignare ne connaît pas la nouvelle qu'elle n'existe pas. Mais celui qui vient pour vous dire cela se méprend sur ce qu'est la nouvelle. La nouvelle, ce n'est qu'un vulgaire faisceau informatif qui parvient à vos oreilles et qui ne conditionne en rien l'existence d'un état de fait derrière. Ce soir, nous sommes dans cette belle salle, en charmante compagnie. Nous sommes bien loin du tumulte du reste du monde. Ce soir, alors que nous sommes dans les bras de la mère nation, se déroule au Congo un génocide. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas au courant, et pourtant, cela n'empêche en rien le fait que ce génocide existait, continue d'exister alors même que je parle, et existera toujours demain. Parce que le propre de la nouvelle, c'est sa nécessité à être entendue par son destinataire. Et penser autrement serait assumer que l'imbécile heureux aurait conscience de son déni, de sa connaissance, de sa nouvelle. Alors que c'est simplement un homme heureux qui a saisi l'opportunité de l'imbécilité. Mais c'est vrai que, partant sur cette thèse,
J'en oublie ma deuxième partie, qui est le pas qui finira par arriver, par se transformer en nouvelle, parce que c'est le propre de la nouvelle de créer un vide qui nécessite d'être comblé. Ça fait partie de ces lois de l'univers pour lesquelles nous ne pouvons rien. Parce que même le plus ermite des moines tibétains, caché dans ces hautes montagnes, ne peut échapper à la nouvelle. Tantôt, ce sera la pluie qui lui annoncera une fructueuse récolte. Une autre fois, ce sera le bourdonnement d'une abeille qui lui permettra de savoir qu'il aura de bonnes framboises en automne. Et à la toute fin, ce sont les soldats chinois arrivant des plaines enclavées pour le priver de sa liberté qui lui annonceront la fin de sa lointaine retraite. Alors, souvent, on ne peut échapper à la nouvelle. Et c'est à ce moment-là que le pas de notre sujet finit par arriver. Mais la question reste, à quelle nouvelle faisons-nous face ? Bonne ? Mauvaise ? Et c'est assez drôle parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Parce que, vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Mais dans le cas d'une bonne nouvelle, l'attente de cette dernière, sa supputation en fait toute sa valeur. C'est la souffrance de l'envie qui nous protège de l'ennui. Alors laissons le désir monter, parce que recevoir une bonne nouvelle, c'est comme un bon rapport sexuel. Si on n'attend pas l'excitation, la passion, l'adoration de l'autre, l'orgasme final ne se résumera qu'à un très vraisemblable petit gémissement. Dernier témoin de cette attente non consommée, de ce caractère putatif ignoré. Mais Je suis navré. Je vous en prie, Monsieur le Président. J'allais y venir. Même à un mauvais état de fait, même face à un mauvais état de fait, on peut tout. Et c'est notre devoir de tout pouvoir. Face à l'arrivée d'une mauvaise nouvelle qui est nécessaire et qui découle de cette absence de nouvelles, eh bien, il faut embrasser la nouvelle, il faut l'étreindre, il faut en faire quelque chose. Il faut la rendre bonne parce qu'on doit la rendre bonne, même quand la nouvelle donne l'impression d'être un cul-de-sac pour l'âme humaine. Il n'est de notre ressort de l'humanité que de la rendre bonne. Reprenons notre exemple au Congo. Ce soir, le fait que j'apprenne le génocide du Congo ne me permet pas d'avoir la prétention de dire qu'en faisant de cet état de fait une bonne nouvelle, ça va changer la vie de ces enfants qui meurent par milliers. Mais on peut tout faire. On peut tout faire pour ne pas s'arrêter à cette mauvaise nouvelle. Il faut qu'on la transforme en quelque chose, en un apprentissage, en une réflexion, en une prise de conscience, parce qu'on ne peut que essayer d'en faire quelque chose de bien. Parce que c'est son propre à l'humanité de procéder ainsi. Et c'est bien de cette condition humaine que naît l'universalisme de cet adage, parce que l'homme ne peut se résoudre à ne pas voir son lendemain comme étant la plus belle époque de sa vie. Parce que sinon c'est foutu, sinon on abandonne, sinon on s'abandonne à la mauvaise nouvelle. Parce qu'à quoi bon continuer ? Sinon soyons hypocrites et arrêtons tout. Alors oui, je vous le dis ce soir, je suis heureux. Heureux de ne pas me précipiter dans la nouvelle. Je suis heureux parfois de ne pas savoir, parce que c'est ce qui me permet d'être heureux. Et de n'avoir envie que d'une chose, à la toute fin. Ne pas entendre de vos nouvelles. Route à la campagne, avec un soir. 3 coups, le rideau s'ouvre. 2 hommes sont là, sur le chemin, et ils attendent. Est-ce le bon endroit ? Va-t-il venir ? Premier acte, on attend. Il viendra demain. Deuxième acte, on continue.
il viendra demain. Mais pas de nouvelles. Et qu'est-ce qu'ils attendent, bon sang? Quelle est cette nouvelle qui ne vient pas? On s'agace, on s'énerve, l'attente devient insupportable, insurmontable, absurde. Alors c'en est trop. Que peuvent-ils faire? Eh bien se pendre. Mais ils échouent. Ils partent? Non. Ils restent. Rideau. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du jury, chers contradicteurs, cher public, Beckett avait déjà tout dit. Ne pas avoir de nouvelles, non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, bien sûr, chacun connaît le dicton. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Cette formule si usitée, si psalmodiée, vient conforter notre bon sens, vient flatter notre vivacité d'esprit. Puisqu'on ne dit rien, eh bien, c'est que tout va bien, que tout roule, que je n'ai pas connaissance d'un génocide au Congo. Mais comme c'est facile, comme c'est optimiste, comme c'est naïf, notre monde serait tellement rose que les nouvelles n'auraient que pour seule utilité que d'être des coursiers de malheur. Eh bien, mesdames et messieurs, il faut briser le mythe tout de suite. D'abord, l'attente. La nouvelle est la révélation d'une chose que l'on ne sait pas encore. Excuse-moi, je vais couper mon micro parce que je suis... Excusez-moi. J'aurais préféré ne pas avoir la nouvelle. D'abord, l'attente. La nouvelle est la révélation d'une chose que l'on ne sait pas encore. Ne pas avoir de nouvelles signifie donc être dans un vide, une salle d'attente. Cette salle d'attente où pour un même symptôme, certains repartiront avec un heureux événement en vue, tandis que d'autres avec une simple nausée. Et d'un point de vue métaphysique, cette nouvelle qui n'est pas là, eh bien, cette nouvelle qui n'est pas là, eh bien, cela semble être une forme du chat de Schrödinger, puisqu'elle est bonne et mauvaise à la fois. Elle est bonne parce que l'on nous répète que si elle n'est pas là, c'est qu'elle l'est, justement. Mais elle est également mauvaise, puisque si on la révèle, c'est qu'elle n'est plus. Alors, au-delà de cette métaphore féline avec mon fameux chat, pour s'en tenir à la formule « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Si on ne dit rien, c'est que tout va bien. Alors, tu ne me donnes pas de nouvelles, je ne t'en donne pas non plus, on ne se parle plus, on ne se connaît plus, pire, on s'évite, et on se regarde en chien de faïence. Mais non, c'est un chat. Et vous ne comprenez plus rien. Pourtant, le rien, ce n'est pas rien, c'est même déjà beaucoup, car si on continue dans ce silence, on va devenir des moins que rien, rien de plus, rien de moins, sauf si on persiste. Là, en moins de rien, on finira tout seul, comme des bons à rien. Mais ça ne rime à rien de finir sans rien, à cause de 3 fois rien. Moi, je ne veux pas devenir un vaurien, je te prétexte que rien, c'est le bien. Non, à la fin des fins, le bien n'est jamais rien. Mais il est où ce chat? Le seul juge de la qualité d'une nouvelle reste le verbe. Le silence, lui, n'apporte rien. Un pauvre sursis, peut-être, mais pas grand-chose. Alors, comme l'être humain a horreur du vide, il cherche toujours à le remplir, à le caractériser, à lui donner de la valeur. Mais c'est là l'erreur dramatique. On se met à forcer un optimisme superficiel et on perd son sang-froid. Il ne faut pas chercher à tout qualifier. Une absence, c'est d'abord une absence. Ensuite, la fiction. On assène que l'absence de nouvelles serait justement une bonne nouvelle. Bon, cette illusion a cela de triste. Outre sa naïveté édifiante,
que son corollaire reviendrait à dire que par nature, on ne dit que ce qui est mauvais. C'est pourtant l'inverse. Naturellement, on préfère toujours taire la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, excusez-moi. Parce que c'est bien pour cela que nous avons inventé le mensonge. Et puis, si pas de nouvelle, bonne nouvelle. Alors pourquoi être sans nouvelles n'est jamais synonyme de bonne chose? Sinon, allez le dire aux parents du petit Émile qu'ils devraient se réjouir de cette absence. Il y a aussi, derrière ce proverbe, une idée plus pernicieuse. On s'accroche à une fiction pour garder le cap. On tente de conjurer le mauvais sort par des bons mots. Tant que la mauvaise nouvelle n'est pas venue, c'est qu'elle n'existe pas. Et si ce n'est pas mauvais, alors c'est forcément bon. Mais cela justifierait donc le comportement de ce prédateur qui pense que si Madame n'a pas répondu à son 39e message, eh bien elle le fera au 40e. Pas de nouvelle, bonne nouvelle, n'est-ce pas? Madame doit sûrement être subjuguée par cette poésie toute contemporaine qui lui a été déclamée. C'est tellement une bonne nouvelle pour monsieur qu'il se sent pousser des ailes et ajoute à sa prose une belle image de sa virilité. Elle en sera comblée. Et d'ailleurs, elle ne répond rien. Grande et bonne nouvelle. Notre amoureux est conduit, ou harceleur endurci, selon le point de vue, enfin, surtout selon la loi, ne pourra évidemment pas invoquer ce proverbe pour s'en sortir. Pire, il risquera plutôt de finir aux nouvelles pour en avoir trop donné. Ce dicton, comme tant d'autres, n'est pas vérifié ni vérifiable dans la réalité. Il n'est que virtuel. Il est là pour agir comme un calmant, une tisane ou des graines d'homéopathe. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Ne peut se dire qu'en posant la main sur l'épaule de celui qui ne supporte plus l'attente. Il ne peut que se murmurer à l'oreille du malade qui attend son diagnostic. Là oui, il est aussi doux qu'une caresse, une présence rassurante. Mais y croire sincèrement aurait les mêmes effets que de croire au Père Noël ou de penser que Monique Olivier serait la plus grande des féministes. C'est irrationnel. Ça ne tient pas à la comparaison avec la réalité. Et cela peut même conduire au pire. Enfin, l'arithmétique. Prenons l'équation. Pas de nouvelles égale bonne nouvelle. Prenons plutôt sa contraposée. Toutes les mauvaises nouvelles sont des nouvelles. Or, en toute logique, on veut soustraire les mauvaises nouvelles et additionner les bonnes. Par conséquent, si toute mauvaise nouvelle est une nouvelle, que faut-il éviter? Les nouvelles. Eh bien, ne parlez plus à vos amis, n'écrivez plus à vos parents, ne consultez plus de médecins, brûlez cartes postales, timbres et enveloppes, éteignez vos téléphones, fuyez. Restez absolument au fond de votre caverne, sans jamais questionner la lumière. Et là, vous ne verrez jamais plus de mauvaises nouvelles. Vous resterez, oui, dans une parfaite ignorance. Mais en refusant d'entendre toute nouvelle, cela signifie aussi d'entendre les bonnes nouvelles. Comment entendre qu'on nous aime? Comment comprendre qu'on a réussi? Comment entendre que ce petit bruit ne vient plus dans la salle? La solution de l'équation n'est pas heureuse. Mais c'est parce qu'il y a une erreur dès l'énoncé du sujet. Pas de nouvelle ne peut être égal à bonne nouvelle. Il faut vivre en ayant toujours en tête que les nouvelles nous tombent dessus. Bonnes et mauvaises. Le bon comme le mauvais vont toujours de pair. C'est le yin et le yang. C'est Caïn et Abel. C'est le vin et la cirrhose. Et c'est Barbie et Klaus. Vouloir absolument éviter le mauvais en arguant que l'absence a du bon est un optimisme béat. Pour recevoir de véritables bonnes nouvelles, il faut prendre le risque d'en affronter des mauvaises. Ce qui fait avancer l'être humain n'est pas de se réfugier derrière des idées confortables, des vues de l'esprit, des bons mots. Non, ce qui nous fonde tous,
c'est de savoir que justement, malgré les risques de mauvaises nouvelles, il faut continuer de marcher, fût-ce au pas. Parce que l'incertitude et le silence sont des sols trop mouvants pour s'y arrêter au cours de notre chemin. On se pendra demain, à moins que Godot ne vienne. Et s'il vient, nous serons sauvés. Cher public, je ne souhaite pas d'imitatrice ou d'imitateur, compte tenu de mon mauvais comportement avec mon portable. Alors, selon l'usage, qui est pratiquement une règle maintenant, nous allons parler à tour de rôle pour dire à chacun des deux orateurs ce que nous avons à dire. Et je donne la parole à Laurence Martin qui va s'exprimer la première. Merci, j'aurai cet honneur-là. Il est vrai que lorsqu'on parle en public, il est essentiel de le prendre en compte et de travailler avec lui. Et nous avons vu là deux orateurs qui ne nous ignoraient pas, Ils étaient dans la relation qu'ils créaient avec ce public, et ça, c'était remarquable. L'art oratoire, c'est aussi défendre un projet, défendre une idée. Et là est l'essentiel. Parfois, à trop écouter un public, on pouvait peut-être se perdre dans ce projet. D'autres fois, à vouloir faire jaillir une émotion que de soi-même, on l'exagérait un peu sans faire vibrer le public. On doit être donc entre quelque chose qui interpelle, qui considère, qui est dans la curiosité de ceux à qui on parle, et en même temps, cela est au service vraiment des idées que l'on porte. Donc c'est vrai que c'est un équilibre complexe que vous avez essayé de mener tous les deux avec brio. Quelquefois, on aurait voulu encore que vous nous emmeniez plus loin et dans un axe plus clair pour nous. Et d'autres fois, on aurait aimé que ce soit encore et toujours avec nous que vous créez une émotion qui vous faisait vous vibrer, mais peut-être pas autant nous. Voilà ce que je dirais. La parole est à monsieur de Combes-le-Nève qui va nous mettre lui aussi dans l'intimité de ses réactions. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les deux. D'abord, je veux vous dire à quel point je suis admiratif. Je suis admiratif parce que, pour nous, cette salle, M. le bâtonnier et moi, nous la connaissons, nous l'avons vue, nous y avons prêté serment, elle est tout de même un peu impressionnante. Venir, lorsqu'on est en 3e année de droit, en 4e année de droit, s'exprimer dans une salle comme celle-là, devant un public aussi nourri, un jury aussi prestigieux, madame, monsieur le bâtonnier. Arrêtez de parler de vous. Je sais à quel point c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile parce que dans la présentation tout à fait exacte qui a été faite par l'une des membres du bureau de cette association me concernant, il y a un élément fondamental qui a été omis, c'est qu'il y a quelques années, j'étais Inès, si j'ose dire. C'est que j'étais vice-présidente de l'association Lysias il y a 20 ans, et que donc j'ai participé au concours de l'association Lysias. Alors j'ai pas eu la chance d'arriver jusqu'au niveau qui est le vôtre, puisque je me suis arrêté en demi-finale. Il y avait 4 candidats au départ, donc c'est déjà un bon résultat, monsieur le bâtonnier, ne me regardez pas comme ça. Mais je sais à quel point déjà dans les petites salles d'Assas c'était impressionnant, et donc je suis évidemment très, très, très admiratif de votre engagement, surtout que j'ai compris qu'il y avait 70 candidats qui étaient présents, parce qu'on nous a fait une mise à jour rapide sur ce concours quand Gaston est arrivé en courant.
et qu'on n'avait pas vraiment d'antériorité, puisque moi, Gaston m'a appelé mardi pour me demander si je pouvais participer à ce... Heureusement que je n'ai pas grand-chose à faire, merci Gaston. Donc je suis très admiratif. Avant juste de dire deux, trois mots sur chacune de vos prestations, je veux parler à celui qui aura ce soir une mauvaise nouvelle. L'un de vous deux, ce soir, aura une mauvaise nouvelle. Et c'est à lui que je veux parler. Parce que vous êtes jeune et en repartant d'ici avec cette mauvaise nouvelle, forcément, vous allez être déçu. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cet échec, l'un ou l'autre. Moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas franchi le parcours de la demi-finale du concours Lysias. C'était en 2004-2005. 4 ans plus tard, j'étais secrétaire de la conférence. Ça signifie que l'échec n'est pas une fin. Il n'y a pas d'échec. La question, c'est, après l'échec, est-ce que c'est l'abandon ou est-ce que c'est la persévérance ? Parce que, sans citer de nom, mon adversaire demi-finaliste n'est pas devenu secrétaire de la conférence. Et les 2 finalistes ne sont pas devenus secrétaires de la conférence. Et parmi les secrétaires de la conférence, certains n'ont, comme on emploie ce terme, pas forcément fait carrière. Donc la question n'est pas la question de l'échec, c'est la question de la persévérance. C'est à celui qui, ce soir, n'aura pas la bonne nouvelle que je voulais dire ça. S'agissant de vos prestations à l'un et à l'autre, elles étaient évidemment engagées. Je dirais 2 choses, et je pense que je vais aller dans le prolongement de ce qui a été dit. Je pense qu'un discours comme celui qui doit être prononcé devant nous aujourd'hui est un discours qui doit être argumentatif. C'est-à-dire que le sujet est un prétexte, mais à la fin, on doit se dire « mais bon sang, oui, il a raison ». C'est un objectif donc principal, c'est de convaincre votre auditoire. Et pas forcément toujours de dire des mots pour dire des mots, même s'ils sont beaux, avec parfois des jeux de mots qui nous perdent un petit peu, non pas dans leur volonté de nous choquer, on a un niveau assez élevé pour arriver à être choqué, mais parce qu'ils ne servent pas forcément toujours le caractère argumentatif de ce discours. L'autre chose, c'est qu'on doit tenter, dans la mesure du possible, pour servir cette argumentation, de transmettre des émotions. Et ces émotions, ce n'est pas que la raison, ce n'est pas des mots qui s'enchaînent, ce n'est pas des paroles, mais c'est, voilà, corporellement, investir quelque chose qui va permettre... Alors évidemment, je le dis dans cette salle, ce n'est pas facile avec le monde qu'il y a. Évidemment, c'est un peu écrasant comme atmosphère. Simon, j'ai bien compris, on n'a pas les prénoms, mais j'ai compris que vous vous appeliez Simon parce que vous vous êtes auto-intitulé Simon. Alors, il y a effectivement dans votre discours quelque chose de surprenant parce que vous nous parlez de bonheur habillé comme un croque-mort en évoquant le génocide au Congo. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait une sorte de hiatus entre votre discours et le fond. Mais il y a chez vous quelque chose de très appréciable, c'est la manière dont vous frappez les mots. Et en frappant ces mots, ils parviennent jusqu'à nous, et c'était quelque chose de très agréable d'entendre des mots frappés, c'est-à-dire investis, bien dits, et qui nous permettaient de comprendre les idées que vous cherchiez à véhiculer. Monsieur Fourman, dont je ne connais pas le... Clément. Clément, voilà, vous avez eu cette velléité par moment de nous choquer, je disais de nous choquer. L'effet n'est pas forcément obtenu, et je disais simplement attention, parce que ces jeux de mots que vous faites peut-être pour vous faire plaisir de chercher à choquer ne servent pas forcément le caractère argumentatif. En revanche, il y avait quelque chose de très appréciable chez vous, c'est votre capacité de moduler vos effets, c'est-à-dire par moment de parler plus doucement, par moment d'accélérer votre discours en essayant de vous inspirer un peu de De Vos, de tenter d'amplifier votre voix, de cette maîtrise que vous avez de votre voix était très appréciable. Et donc voilà, l'un comme l'autre, vous avez des qualités, des défauts, des qualités. Et encore une fois, voilà, je voulais vous féliciter parce que je sais à quel point à votre âge c'est difficile, et quelle que soit la nouvelle,
bonne ou mauvaise, ou l'inverse, continuez. Continuez parce que incontestablement vous avez le talent pour continuer et qu'il ne faut jamais abandonner quand on se destine aux professions auxquelles vous vous destinez. Il me revient de parler, le troisième. Et ce que je voudrais d'abord vous exprimer à l'un et à l'autre, c'est ce qui vous a déjà été dit. Vous avez tous les deux une attitude tout à fait remarquable. Vous êtes présents. Et la présence est fondamentale. Vous avez tous les deux une belle voix. Et vous avez tous les deux l'art de jouer, des tonalités de votre voix. Et avec votre regard à l'un et à l'autre, vous le silence du début, vous les impatiences maîtrisées, une façon de conquérir le public qui attendait néanmoins, en tout cas pour ce qui me concerne, quelque chose qui soit de l'ordre d'une démonstration. Or, le discours, mais ce n'est pas une critique méchante que je vous fais, puisque je viens de souligner vos qualités. Le discours, quel que soit le sujet, doit commencer d'un point A pour finir à un point Z, en portant une idée, une opinion, en la nourrissant éventuellement d'exemples, en réfutant au passage les avis opposés ou les thèses contraires, et pour finalement livrer une conclusion qui rallie le public à votre thèse. Or, vous avez joué les mots, l'un et l'autre, beaucoup. Vous avez eu des formules, très heureuses. J'ai entendu tout à l'heure celle que vous aviez dite, sans jamais questionner la lumière. On ne sait pas en quoi ça s'enracinait, mais c'était beau. Et la beauté est essentielle, elle ne suffit pas. Vous savez, je parlais de Cicéron tout à l'heure avec nos amis, et je vous invite à relire le Brutus, qui est un ouvrage sur l'éloquence de Cicéron. À le relire. Il veut vous faire savoir qu'il l'a déjà lu. Ou le De Oratorio, où vous avez deux choses très importantes. La première, et ça, on peut considérer que vous y avez satisfait, c'est l'idée que le public est la flûte de l'orateur. C'est le public qui renvoie à l'orateur un son juste ou non. C'est-à-dire que si l'orateur joue mal de sa flûte, le son qui lui revient est mauvais. Et donc, la façon dont le public vous a traité tout à l'heure, si je puis dire, était exceptionnelle. Je n'ai pas vu un seul regard qui fuit les vôtres, pas entendu une seule parole qui cherche à dire en catimini à quelqu'un d'autre ce qu'on ne voulait pas vous faire savoir, tout en ne vous écoutant pas. Il n'y a eu rien de cela. Donc c'est très important. Mais la deuxième partie de ce que Cicéron enseigne, c'est l'idée qu'il faut bien sûr plaire, et qu'il faut éventuellement séduire, mais qu'il faut convaincre en ayant exprimé quelque chose de fondamental. Et vous avez des qualités oratoires évidentes qui pourraient être celles en réalité de sophistes, qui cherchent à égarer par la séduction un public qui est charmé et qui se dit après qu'est-il vraiment dit. Or, la rhétorique, ça c'est Sénèque qui le dit, c'est cultiver le beau pour exprimer le vrai. Vous êtes au début de votre carrière d'orateur, l'un et l'autre. Je ne doute pas un instant qu'elle ne soit une magnifique carrière pour l'un et pour l'autre, mais si je vous livre, en vieillard que je suis, ces quelques paroles, c'est parce que je pense que ça peut vous intéresser et éventuellement vous aider. Voilà ce que je voulais ajouter à ce que madame et monsieur ont très excellemment dit tout à l'heure. Il me revient maintenant de dire quel est notre délibéré. Alors, notre ami Condrenel a très très bien dit qu'il ne fallait pas que celui qui n'aura pas été primé parte désespéré, triste. Ce qui est formidable, c'est que vous êtes déjà en finale. C'est formidable. Et puis, il y aura un premier et un deuxième. Ça me rappelle
ce que disait Edgar Faure. Edgar Faure, qui a été deuxième secrétaire de la conférence, il s'appelait d'ailleurs le second secrétaire, disait toujours: on m'a nommé comme second secrétaire l'année où on a choisi comme premier le fils du président de la République. Il était en effet dans une promotion dont le premier était le fils d'Alexandre Millerand, le président de la République. Et après mon toast de premier secrétaire, il m'avait pris dans ses bras, parce que je l'avais un petit peu malmené, en me disant: mon frère Faria Bournazel, vous méritez d'être second secrétaire. Ce qui était le mouvement qu'on pouvait faire. Donc, que le second d'aujourd'hui médite Edgar Faure et sache qu'il faut quelquefois mieux être le second que le premier. Deuxième remarque, et je répète la même idée, vous savez, il y avait eu au XVIIe siècle la bataille des sonnets entre celui de Benserade et celui de Vincent Brétul. Et la classe littéraire se disputait pour savoir lequel des deux sonnets était le meilleur. On avait interrogé Corneille, qui avait dit: l'un est sans doute mieux conduit, mieux rêvé, mieux achevé, mais je voudrais avoir fait l'autre. C'était une manière de dire que les deux étaient excellents, qu'il fallait choisir, c'était difficile. Ces précautions oratoires étant prises, j'indique que nous avons choisi que ce soit M. Fourman, M. Vincent Fourman, qui soit consacré. Clément. Vincent, c'est votre frère. Oui, je ne l'ai pas connu. En tout cas, c'est M. Clément Fourman à qui nous avons pensé devoir donner cette mention particulière ce soir, sans oublier les qualités, évidemment, de M. R, qui, étant second, a tout pour faire un premier ou un troisième secrétaire de la conférence.